bienvenue dans cet épisode. On se retrouve pour la troisième et dernière partie des épisodes sur le Rhône, un fleuve aux multiples visages. Et aujourd'hui, nous allons voir la vie du fleuve d'hier à aujourd'hui, ainsi que les villes qui sont nées du fleuve. Et pour finir, nous verrons le Rhône et ses métiers. La vie du fleuve. Une civilisation rhodanienne. Il est évident qu'une vallée aussi longue et rectiligne que celle du Rhône a servi d'itinéraire de migration et on peut affirmer qu'elle a été habitée dès le néolithique par des peuplades venues du sud. Mais comme la vallée du Rhône a connu depuis lors de vastes chambardements, il paraît aujourd'hui difficile de déterminer ce que fut la vie des riverains du fleuve. Il est certain que les fortes variations de niveau du fleuve ne facilitèrent pas la sédentarisation de la vie sur ses berges. On sait par ailleurs qu'à partir du VIe siècle avant notre ère, les commerçants grecs établis à Massalia, l'actuelle Marseille, utilisèrent les vallées du Rhône ainsi que de ses affluents pour mener des expéditions commerciales qui les menèrent jusqu'à la mer du Nord et aux îles britanniques. C'est ainsi que le mode de vie méditerranéen gagna vers le nord. La culture de la vigne et du blé en constitue un exemple. Il faut savoir que le christianisme lui-même se répandit à travers la Gaule en accompagnant le mouvement des hommes et de leurs marchandises. Pour franchir les passages délicats jalonnant le Rhône, les bateaux utilisaient les services d'un toueur. Ce type de bateau amphidrome, pouvant naviguer dans les deux sens, se déhalait sur une chaîne posée au fond de l'eau et à l'aide d'un treuil actionné par une machine à vapeur. Le train de péniche, qui s'était préalablement formé, franchissait ainsi sans encombre l'obstacle. Trafic d'hier et d'aujourd'hui. Dès l'époque antique, lorsque les Massaliotes établirent leurs premiers rapports commerciaux avec les Bretons, le Rhône voyait déjà monter épices et tissus et descendre de l'étain et du cuivre. Dès l'époque gallo-romaine, le gros des marchandises qui remontaient le fleuve étaient les produits nés du climat méditerranéen et du savoir-faire de ses habitants, le vin, l'huile d'olive et le sel. La qualité de ce dernier est capitale pour conserver viande, charcuterie et poissons. Or, celui qui venait des salines balayées par le Mistral, très affiné, était très réputé, car dans le mécanisme d'évaporation de l'eau de mer, l'action d'un fort vent sec est aussi importante que celle du soleil. Et le transport par des bateaux remontant le fleuve présentait pour les autorités un avantage considérable. Faciliter le prélèvement de la gabelle, l'impôt sur le sel. Les marchandises qui descendaient étaient pour l'essentiel des matières premières dont le bois, transporté par flottage. Coupés dans les forêts alpines, les troncs étaient jetés dans les torrents, puis regroupés et assemblés en radeaux gigantesques pour se laisser emporter au fil du fleuve. Avec ces fortes variations du niveau de l'eau, qui restait parfois insuffisant pendant des semaines d'affilée, avec l'instabilité de son lit, qui rendait la navigation souvent périlleuse pour les marchandises précieuses, le Rhône ne pouvait accepter que des bateaux de faible importance. Lorsque le courant du fleuve apporta l'énergie nécessaire pour faire fonctionner des industries modernes, au XIXe siècle, il fallut de toute urgence le canaliser afin de permettre le passage de gros bateaux, d'où les travaux de l'ingénieur Girardot. Aujourd'hui, on voit sur le Rhône des convois de péniches à grand gabarit conduites par des pousseurs et de plus en plus de navires fluvio-maritimes. Ces bateaux peuvent pratiquer la mer ouverte comme les canaux et on les reconnaît à leurs passerelles montées sur vérins afin de pouvoir être descendus pour passer sous les ponts. À vapeur sur le Rhône. Lorsqu'en 1829, le pionnier remonte d'Arles à Lyon en 4 jours, la vapeur s'impose sur le Rhône. À la même époque, pour le même parcours, une sapinière exige 3 semaines de halage. Naviguer sur les eaux peu profondes et au lit instable du fleuve est cependant problématique. Les constructeurs rivalisent alors d'ingéniosité, concevant, au tournant du 19e au 20e siècle, 2 types de bateaux. Les premiers disposent d'une flottabilité exceptionnelle obtenue par une grande longueur et une coque souple qui les fait surnommer anguilles. Les seconds possèdent 2 systèmes de propulsion embrayables sur la même machine à vapeur. Une paire de roues à aubes pour les eaux profondes et une roue crantée qui leur permet de rouler sur les hauts fonds. On les appelle grappins. Et pourtant, les navires à vapeur vont vite se trouver en concurrence avec le train et seront toutefois sauvés, pour un temps seulement, par les travaux d'aménagement du Rhône. À ce moment-là, à la remontée, les bateaux utiliseront localement le système du touage pour se propulser, c'est-à-dire qu'ils se déhaleront sur un câble au moyen d'un treuil animé par leur machine à vapeur. Les anciens bateaux du Rhône. Dès qu'un commerce régulier s'ébauche sur le fleuve, la navigation s'y trouve tout de suite policée par des corporations. À l'époque gallo-romaine coexistent les nautes et les utriculaires. Les premiers arment des bateaux d'un certain tonnage, ne fréquentant que les eaux profondes du fleuve. Les secondes, des petits radeaux pneumatiques, des outres gonflées, capables de passer partout mais à la capacité de charge extrêmement réduite.
Au Moyen-Âge, les bateaux sont bâtis en différents points du fleuve et conçus en fonction des conditions de navigation rencontrées. Mais qu'il s'agisse des savoyardes, faites en pays de Savoie, ou des Sesselandes, à Seyssel, des sapines, terme générique désignant des bateaux construits en sapin, des allèges construites à Arles, tous les bateaux du Rhône présentaient les mêmes caractéristiques. Fond plat pour assurer stabilité et portance, en même temps que la possibilité de passer dessus bancs et rochers arrondis. Un avant relevé pour donner de la flottabilité et protéger le chargement à la montée comme à la descente du fleuve. D'une mer à l'autre. Un coup d'œil sur une carte de France et de l'Europe de l'Ouest montre que, par le jeu des vallées et cours d'eau secondaires aménagés en canaux, le Rhône relie la Méditerranée aux autres mers et océans. Ainsi, en remontant le Rhône depuis Marseille jusqu'à Lyon, puis en continuant vers le nord par la Saône, on atteint le Doubs, qui descend la vallée située entre le Jura et les Vosges. Cette trouée de Belfort donne, quant à elle, sur la vallée du Rhin, actuel canal du Rhône au Rhin, autrement dit à l'Allemagne et tout au nord de celle-ci, à la mer du Nord. Pour rester en France, le Rhône se trouve en connexion avec le nord-ouest du pays via la Loire et la Seine. Pour rejoindre la Saône et la Loire, le canal du Centre se glisse entre Côte-d'Or et Charolais, tandis que la communication avec la Seine se fait par l'Yonne, actuel canal de Bourgogne, ou la Marne, actuel canal de la Marne à la Saône. Mandrin, le contrebandier du Rhône. Frontière, le Rhône n'a pas cessé de tenter les contrebandiers. La surveillance d'un fleuve traversant une nature sauvage étant particulièrement difficile. Le principal héros en est Louis Mandrin, 1724-1755, dont la complainte appartient au répertoire de la vieille chanson française. Entre les cantons suisses alémaniques, la Savoie et la France, Mandrin et ses compagnons trafiquaient notamment tabac, poudre et plomb, cuir, toile peinte, n'hésitant pas à défier les fermiers généraux de Louis XV en vendant ses marchandises lors de foires. L'affaire finit très mal puisque Mandrin, capturé, fut roué vif et non pendu comme le veut la chanson. Je vous propose maintenant de voir 7 villes qui sont nées du fleuve Rhône. En premier, Arles. Pour les Massaliotes, Arles était la cité la plus en aval du fleuve, mais son essor fut vraiment déterminé par Rome, un siècle avant notre ère, avec le percement d'un long canal de 30 km qui aboutissait dans le golfe de Fos. C'est donc à Arles que s'effectuait le transportement de marchandises entre les navires de mer et les barques fluviales. Quand, sous César, un pont fut lancé sur le Rhône, Arles devint en plus le point de passage terrestre entre l'Italie et l'Espagne, le carrefour de toutes les routes, terrestres, maritimes et fluviales. En deuxième, Avignon. Située à la confluence avec la Durance, dont la vallée donne accès au col alpin, la ville prit son importance quand les marins commerçants de Massalia y installèrent un comptoir entre le 6e et 5e siècle avant notre ère. Au Moyen-Âge, Avignon devint d'autant plus importante qu'elle possédait un pont sur le Rhône. L'installation de la papauté de 1309 à 1377 fit temporairement sa fortune. En troisième, Bellegarde sur Valserine. À la confluence avec la Valserine, ce point de passage frontalier s'industrialisa en utilisant la force motrice du Rhône pour animer scierie, papeterie et filature. Le site des Pertes du Rhône, où le fleuve devient localement souterrain, constituait par ailleurs une attraction touristique, mais il a disparu sous les eaux après la construction du barrage de Génicien. En quatrième, Lyon. Ce fut longtemps le point où les marchandises qui avaient remonté le fleuve depuis Arles étaient dispersées vers leur destination finale, l'essentiel d'entre elles continuant par la Saône, à qui, finalement, Lyon doit sans doute autant qu'au Rhône. C'est seulement au XIXe et XXe siècle que, par ses aménagements, le Rhône s'affirmera comme vraiment emblématique de la ville de Lyon. En cinquième, Givors. Cité ancienne, elle a d'abord eu une importance stratégique en raison de sa position au débouché du Gier, dont la vallée donne sur la ville de Saint-Étienne, dont l'activité métallurgique remonte au Moyen-Âge. Avec la révolution industrielle, Givors est devenu un grand port fluvial. En numéro 6, Valence. C'est l'un des principaux carrefours naturels du Rhône. Sur la rive droite se trouve la route du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire. Et surtout, rive gauche, en amont débouche l'Isère et en aval la Drôme, dont les vallées contournent le Vercors pour rejoindre l'axe Marseille-Genève. Et un dernier, 7e ville, Vienne. Ces vestiges romains disent quelle importance eut cette ville à l'époque de la conquête des Gaules. Déjà, Vienne était la capitale du pays des Allobroges, mais Rome lui donna une dimension supérieure si on en juge d'après son théâtre conçu pour accueillir 13 500 spectateurs. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir 2 écrivains chantres du Rhône. En premier, Frédéric Mistral, 1830-1914, prix Nobel de littérature en 1904. Il est surtout connu pour Mireille et le trésor du Félibrige, volumineux dictionnaire provençal français.
Bien moins connu est le Poème du Rhône, publié en 1897, dont les 12 chants dressent un portrait vivant du fleuve et de ceux qui le fréquentent au XIXe siècle. Les intrigues qui donnent un cadre allégorique au texte prennent parfois une résonance moderne, tel l'accident survenu à l'embarcation d'un batelier par la faute du premier vapeur mis en service sur le fleuve. Mais intemporelles sont les descriptions comme celle d'Avignon dans Le Soleil couchant. En numéro 2, Bernard Clavel, né en 1923 dans le Jura. Il a été inspiré par le fleuve du Rhône dans les 2 premiers romans de la bonne centaine de livres qu'il a publiés au total, L'Ouvrier de la Nuit en 1956 et Pirates du Rhône en 1957. Mais c'est Le Seigneur du fleuve en 1972 qui, en évoquant la vie des bateliers, donne sa dimension supérieure à la vie du Rhône, à l'époque où il était un grand fleuve sauvage. Je vous propose maintenant de voir les différents métiers autour du fleuve Rhône. En premier, les lavandières. Elles travaillent sur les grèves des berges, agenouillées sur une planche, sauf en ville où lesquelles les obligent à utiliser des bateaux lavoirs dits plates et comportant souvent une chaudière ou un réchaud permettant de faire bouillir le linge. En deuxième, les haleurs. Avant les vapeurs, pour remonter le fleuve, il fallait remorquer les bateaux depuis la rive. Des chemins de halage avaient donc été aménagés au port du Rhône pour des haleurs à la bricole ou des chevaux. La grande technicité des manœuvres nécessaires au passage d'obstacles, comme les ponts, ont fait de cette activité un grand métier. En numéro 3, les passeurs. Les bacs, de grandes barques à fond plat, s'installent là où il n'y a pas de pont. Au bac dit libre, où le passeur se contente d'affronter le courant à la perche ou à la rame, succèdent les bacs à traille, système de câbles guidant l'embarcation d'une rive à l'autre. En numéro 4, les portefeuilles. Ils correspondent aux dockers des ports de mer et ont le monopole des chargements et déchargements des bateaux. On les nomme aussi crocheteurs parce qu'ils ont un croc emmanché pour tirer les charges. Et en dernier, les pêcheurs. On dénombre une vingtaine de pêcheurs professionnels sur le Rhône. Jusqu'à la construction des barrages, après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient des centaines à fournir les riverains. Soumis à une réglementation très stricte pour sauvegarder les espèces, et subissaient la concurrence des pirates, les braconniers du fleuve. Voyons maintenant les ponts sur le Rhône. Large fleuve au débit impétueux et variable, le Rhône a toujours constitué un obstacle naturel sérieux. Il est donc admirable qu'un pont de pierre ait existé à Vienne dès le IIe siècle de notre ère. En fait, devant la puissance du fleuve, les Romains préféraient se montrer pragmatiques, mettant en place des ponts de bois ou flottants. Le Moyen-Âge a vu la construction de 3 ponts importants, l'un à Lyon au XIIe siècle, mais sur la Saône. Sur le Rhône, il faudra attendre 4 siècles pour parvenir à faire tenir le pont de la Guillotière. Le second est le fameux pont Saint-Bénézet à Avignon, qui s'écroula au XVIIe siècle et dont il ne reste qu'un moignon. Le troisième fut lancé à Saint-Saturnin-du-Rhône, rebaptisé Pont Saint-Esprit, parce que, après 40 ans de travaux, l'ouvrage d'art ne semblait tenir que par la grâce de l'Esprit Saint. En définitive, c'est la mise au point du pont suspendu qui a permis d'édifier des ouvrages insensibles aux crues, puisque leurs piliers reposent sur les berges. Le premier fut construit à Tournon en 1824-1825 et servit de prototype à 400 autres ouvrages en France et à l'étranger entre 1825 et 1850. Je vous propose de terminer avec les joutes nautiques. Lyon et Givors maintiennent vivante la tradition des joutes nautiques, que l'on connaît aussi dans certains ports méditerranéens. Elles rappellent les tournois de chevalerie médiévaux, puisqu'il s'agit d'un affrontement à la lance, de bateaux remplaçant le cheval. Mais leur origine remonte à l'Antiquité. C'est au XIXe siècle que le jeu a été codifié pour devenir un grand sport populaire dont les manifestations attirent les foules. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette série de 3 vidéos sur la vie du fleuve Rhône vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une petite anecdote sur le fleuve Rhône. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.